Est-ce que vous êtes déjà demandé dans quel cas une lombalgie pouvait provenir d'un disque intervertébral douloureux? On a souvent retenu deux situations bien différentes. Soit la douleur est liée à un nerf comprimé par une saillie du disque, soit elle n'a rien à voir avec le disque, parce qu'on sait qu'une grande partie des hernies discales visibles à l'imagerie sont complètement asymptomatiques. Et ces deux situations qui sont bien réelles. Mais à elles seules, elles n'expliquent pas tout. Imaginez maintenant un cas bien précis. Une lombalgie qui persiste depuis 6 mois, localisée, précise, presque un point qu'on pourrait montrer du doigt. Le contexte du patient n'est pas particulièrement chargé, il n'y a pas de red flag et en fait, rien n'explique vraiment la persistance des symptômes. Donc premier réflexe clinique face à ça, chercher un nerf. On regarde si la douleur suit un trajet précis, si elle descend jusqu'au pied, si un réflexe manque, s'il y a un engourdissement ou si une force a disparu quelque part. Ici, rien du tout. Elle diffuse vaguement dans la jambe, mais l'examen neurologique est parfaitement normal. Deuxième réflexe, chercher une articulation postérieure, une sacro-iliaque, une hanche. On teste et toujours rien qui reproduit franchement la douleur. Ce qui reste, par contre, c'est un comportement très particulier. Cette douleur, elle revient dès que le patient reste assis trop longtemps, elle s'aggrave quand il se penche en avant, elle augmente même en toussant, et elle se calme plutôt debout. Ce genre de comportement pointe en clinique vers une seule structure, le disque. Et l'IRM vient confirmer ce que l'examen laissait déjà deviner. Une déshydratation, une dégénérescence, une fissure discale en L4-L5. Pas de racine nerveuse comprimée. Alors la question devient inévitable. Si rien n'appuie sur un nerf, comment ce disque peut-il faire mal? On met de côté pour aujourd'hui tout ce qui touche au nerf. Parce qu'il faut le dire clairement, une racine nerveuse peut vraiment être comprimée par un disque, mais elle peut aussi être irritée chimiquement, par l'inflammation qui s'échappe du disque, même sans la moindre compression. Ce sont deux mécanismes différents, mais qui sont bien réels et bien documentés. Mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors le temps de cet épisode, on va faire comme si les racines nerveuses du membre inférieur n'existaient tout simplement plus. Ici, on parle de la douleur purement en provenance du disque, la douleur discogénique. Et pour comprendre comment c'est possible, il va falloir aller voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur du disque. Ce qu'on va voir, c'est qu'un disque dégénéré silencieux et un disque dégénéré douloureux ne sont peut-être pas si semblables qu'on le croit. On présente souvent le disque comme un simple coussin placé entre deux vertèbres. L'image est pratique, mais elle est un peu pauvre. Le disque, c'est une structure composite. Au centre, le nucleus pulposus. Il est riche en eau et en molécules capables de retenir cette eau. Autour, il y a l'annulus fibrosus, une enveloppe organisée en lamelles de collagène. Au-dessus et en dessous, il y a les plateaux cartilagineux qui assurent les échanges avec les corps vertébraux. Et ces éléments, ils ne travaillent jamais séparément. Sous une charge axiale, le nucléus il se déforme et redistribue les contraintes. L'annulus il résiste à cette expansion, les plateaux y transmettent une partie des forces, et le résultat, c'est pas une simple compression verticale. C'est une redistribution complexe qui varie selon le mouvement, la vitesse, la durée de la charge et l'état du tissu. Le disque n'a pas de vascularisation comparable à celle d'un muscle. Il dépend largement de la diffusion à travers les plateaux. Les cycles de charge et de décharge font bouger les fluides comme un pompage. Et au cours d'une journée, le disque y perd une partie de son eau et de sa hauteur, puis en récupère une partie pendant le repos. C'est pas un signe d'usure, c'est simplement son fonctionnement ordinaire. Et c'est justement là que notre vocabulaire peut nous piéger. On parle de compression comme si comprimer voulait forcément dire écraser. On parle de pression comme si une pression élevée était forcément dangereuse, et on parle de déformation comme s'il s'agissait automatiquement d'une lésion. Pourtant, tous les tissus vivants se déforment sous la charge. Donc il y a forcément des contraintes qui s'exercent, et c'est ok. Mais ce qu'il faut se demander, c'est quelles contraintes, pendant combien de temps, à quelle vitesse, dans quelle direction, sur quel tissu, avec quelle capacité de récupération. Cette distinction, elle compte parce que les fameuses mesures de pression intradiscale ont souvent été transformées en palmarès des bonnes et des mauvaises postures. Vous avez peut-être déjà vu des schémas couchés, debout, assis, penchés, en train de soulever une charge, chaque position affichant un chiffre, et plus le chiffre monte, plus la position a l'air menaçante. Par exemple, le fameux porté de charge d'Oron, qui est censé réduire le disque en miettes à cause d'une pression maximale. Sauf que les données sont beaucoup moins propres que l'affiche. Une méta-analyse publiée en 2022 a comparé la pression intradiscale en position assise et debout, et sur l'ensemble des études, la position assise reste associée à une pression plus élevée. Mais en isolant les études plus récentes et les disques déjà dégénérés, cette différence, elle disparaît complètement. Une étude biomécanique de 2025, menée sur 107 segments lombaires humains prélevés, va dans le même sens. La pression intradiscale varie surtout avec le degré de dégénérescence, l'âge, le niveau vertébral et le mouvement, bien plus qu'avec la posture en elle-même. Autrement dit, la pression n'est pas une propriété fixe d'une posture. Et surtout, une pression intradiscale, c'est pas une mesure de douleur ou de lésion. C'est notre premier point de bascule.
Une donnée mécanique peut nous renseigner sur la charge, mais elle ne nous dit pas automatiquement si le tissu est en danger, et encore moins si la personne aura mal. Une fois qu'on renonce à ce raccourci, une autre question se pose. Est-ce que la charge, à l'inverse, peut être bénéfique pour le disque? La réponse honnête, c'est sûrement, dans certaines conditions, mais avec prudence. Les cellules du disque sont mécanosensibles. Elles peuvent modifier leur activité selon leur environnement mécanique. Chez l'humain, les données restent limitées, mais elles existent. Une étude publiée en 2017 a comparé des coureurs de fond à des témoins non sportifs. Les coureurs présentaient une meilleure hydratation discale et une légère hypertrophie du disque. C'est une étude transversale, donc une association, pas une preuve de causalité. Peut-être que la course améliore le disque, peut-être aussi que les personnes qui ont au départ des bons disques sont simplement celles qui parviennent à courir longtemps sans se blesser. Une revue systématique et méta-analyse plus récente, publiée cette année, a regroupé l'ensemble des travaux sur l'exercice et la santé du disque. La course reste associée à de meilleurs paramètres discaux, mais le niveau de certitude de cette estimation, il n'est pas parfait. Et les résultats, toute activité confondue, restent plutôt mixtes. C'est donc pas la preuve que la course régénère le disque, mais c'est suffisant pour fissurer une autre certitude, un peu trop confortable, celle d'un disque condamné à s'user à chaque impact. Il faut distinguer ici 3 phénomènes bien différents. Le premier, c'est la réponse immédiate à une charge. Un changement de pression, une déformation, un déplacement de fluide, parfois une modification transitoire visible à l'IRM. La deuxième, c'est la réponse symptomatique. La personne ressent plus, moins ou autant de douleur pendant ou après l'exposition. Le troisième, c'est l'adaptation à long terme, une modification possible de la composition, de la structure ou de la capacité d'un tissu. Et c'est précisément là que se loge une hypothèse intéressante pour notre pratique. Si le disque s'adapte à son environnement mécanique, comme le fait l'os, le tendon ou le muscle, alors habituer progressivement ce tissu à une charge qui tolérait mal pourrait, avec le temps, améliorer sa capacité à l'encaisser. C'est le même principe que la loi de Wolff pour l'os ou l'adaptation tendineuse à l'entraînement. Une revue de 2016 propose même une relation en U plutôt qu'une ligne droite. Le pire pour le disque semble se situer aux deux extrémités. La sédentarité totale d'un côté, donc l'absence de charge, et de l'autre côté, la charge explosive est répétée à trop haute intensité. Bien qu'il faille bien sûr remettre en perspective le terme trop haute intensité. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt parler de trop haute intensité dans une zone non préparée? En tout cas, l'idée, elle est pas absurde. Et elle est même cohérente avec tout ce qu'on sait de l'adaptation tissulaire. Mais elle reste pour l'instant une extrapolation plausible plutôt qu'un protocole validé. On n'a pas encore la dose et le temps précis d'adaptation. Donc c'est sûrement extrêmement pertinent, mais à faire en respectant certaines règles de prudence et de progressivité. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'entende sur le vocabulaire. Sinon, tout le reste va être éparpillé. Quand on parle de douleur d'origine discale, on parle en fait d'une douleur nociceptive discogénique. Une douleur qui vient du disque en lui-même, de ses propres terminaisons sensitives, sans qu'aucune racine ne soit touchée. Une douleur qui peut être locale et plus ou moins diffusée dans la jambe avec un mécanisme de douleur référé. Elle répond en général à des postures, à des charges, à des positions. Alors si le disque peut faire mal sans toucher une racine nerveuse, il faut qu'il en ait les moyens biologiques. Et c'est là que ça devient intéressant. On vous a sans doute appris ça, ou vous l'avez appris tout seul en cherchant des infos. L'intérieur d'un disque, ça n'a pas de nerfs. Et sur le plan anatomique de base, c'est vrai. Dans un disque sain, l'innervation se limite au tiers externe de l'anneau fibreux. Le reste, donc l'anneau interne, et surtout le nucléus au centre, en est normalement complètement dépourvu. C'est une cartographie qu'on doit en grande partie aux travaux de Bogduk dans les années 1980, confirmée depuis par plusieurs revues de la littérature. Donc en théorie, un disque sain ne devrait pas pouvoir générer de douleur nociceptive locale, faute de capteurs pour la transmettre. Sauf que cette phrase, elle est vraie pour un disque sain, mais elle devient fausse pour un certain nombre de disques dégénérés. En 1997, une équipe britannique publie dans le Lancet une observation qui va rester dans les manuels. Chez des patients souffrant de lombalgie chronique, dans les disques prélevés lors de chirurgie, ils retrouvent des fibres nerveuses qui ont poussé bien au-delà de leur territoire habituel. Il y en a qui vont atteindre l'anneau interne, d'autres qui vont jusqu'au nucléus lui-même, là où il y a normalement rien. Des nerfs, littéralement là où ils n'avaient rien à faire. On appelle ça la néo-innervation. Cette découverte, elle a ouvert un champ de recherche qui continue aujourd'hui, mais elle laisse une question en suspens. Une bonne question à se poser en clinique. Si des nerfs poussent dans des disques dégénérés, pourquoi tous les disques dégénérés ne font pas mal? Parce qu'on le sait, la dégénérance discale est extrêmement fréquente, y compris chez des gens qui ne ressentent absolument rien. On y reviendra. Pour l'instant, retenez simplement ceci. Il doit exister une différence biologique entre un disque dégénéré silencieux et un disque dégénéré douloureux. Une équipe chinoise a directement testé cette hypothèse en 2006, sur des pièces chirurgicales, donc sur un échantillon forcément restreint, comme souvent avec ce genre d'études histologiques. Ils ont comparé des disques dégénérés asymptomatiques, ce qu'ils appellent des disques noirs silencieux, et des disques dégénérés douloureux, confirmés cliniquement.
Dans cet échantillon, la croissance nerveuse profonde, jusqu'à l'anneau interne et au nucléus, suivait spécifiquement des zones de tissu de granulation. C'est une sorte de cicatrice vascularisée et inflammatoire, présente dans les disques douloureux et absente des disques simplement vieillis. Un résultat qui mériterait d'être répliqué à plus grande échelle, mais qui va quand même dans le sens que d'autres travaux qu'on va voir juste après. Autrement dit, ce n'est peut-être pas la dégénérescence en elle-même qui explique la douleur. Il pourrait exister un sous-groupe particulier, biologiquement différent, à l'intérieur même de la catégorie des disques dégénérés. Une autre équipe, toujours britannique, va plus loin en 2002. Beaucoup de disques dégénérés, douloureux ou non, développent de nouveaux vaisseaux sanguins. Alors l'équipe a voulu comprendre ce qui distinguait les deux. Elle a d'abord classé des disques en deux groupes grâce à la discographie. Ceux qui reproduisaient la douleur exacte du patient au moment de l'injection et ceux qui ne la reproduisaient pas. Puis elle a cherché, autour de ces nouveaux vaisseaux sanguins, la présence d'un facteur de croissance nerveux précis, le NGF, Nerve Growth Factor, connu pour attirer les fibres nerveuses vers lui. Et le résultat, c'est que dans les disques qui reproduisaient la douleur, les vaisseaux étaient accompagnés de NGF et donc de fibres nerveuses qui poussaient avec eux. Dans les disques tout aussi vascularisés mais silencieux, pas de NGF et pas de nerfs qui suivaient. Par contre, il faut être honnête, il y a une limite qui est quand même importante. Cette distinction entre disques douloureux et disques silencieux, ça repose sur la discographie comme outil de classification. Et la discographie en elle-même, c'est un examen contesté. On y reviendra en fin d'épisode. Donc on a une preuve intéressante, mais construite sur un outil de mesure imparfait. C'est pas rien, mais c'est pas non plus une certitude absolue. Ce qu'on peut dire avec prudence, il existe une association forte, documentée par plusieurs équipes indépendantes, entre l'innervation profonde d'un disque, l'expression locale de facteurs de croissance nerveux, le NGF, et la douleur rapportée par le patient. Est-ce que cette néo-innervation cause la douleur, ou est-ce qu'elle en est la conséquence, tout comme la douleur, d'un même processus inflammatoire sous-jacent? La littérature, elle tranche pas cette question, mais elle nous donne déjà un premier mécanisme sérieux, indépendant de toute racine comprimée. Si des nerfs peuvent pousser dans un disque dégénéré, il faut à la fois qu'un passage s'ouvre pour eux et qu'un terrain les rende, une fois arrivés, capables de transmettre une douleur. On a déjà un début de réponse. Le tissu de granulation qu'on a vu précédemment, cette cicatrice vascularisée et inflammatoire, et le NGF porté par ces vaisseaux sont exactement le genre de signal qui attire une fibre nerveuse en croissance. Mais ça déplace la question plutôt que de la fermer. D'où vient ce tissu de granulation et qu'est-ce qui rend ces nerfs, une fois arrivés, capables de transmettre une douleur? Il y a deux histoires à raconter ici. Celle de la structure, qui explique où et pourquoi ce tissu de granulation peut apparaître, et celle de la chimie, plus large que le seul NGF, qui explique comment ces nerfs, une fois là, deviennent hypersensibles. On va commencer par la structure. Quand l'anneau fibreux se fissure, en particulier dans sa partie postérieure, cette blessure, elle déclenche localement une réponse de réparation, avec l'arrivée de ce même tissu de granulation vascularisé. C'est cette fissure qui, en s'ouvrant, crée à la fois le passage et le terrain d'accueil pour les fibres nerveuses. Et elle peut aussi apparaître à l'IRM sous une forme particulière. On l'appelle la zone de haute intensité. C'est un signal qui est brillant, bien délimité, décrit pour la première fois au début des années 90, et rapidement associé à la douleur reproduite lors de la discographie. Le problème, c'est que cette association, elle est décrite de façon très optimiste à l'origine, mais elle s'est révélée plus fragile à mesure que les études se sont accumulées. Une méta-analyse publiée en 2024 a regroupé les données disponibles. La sensibilité de ce signe tourne autour de 49%, la spécificité autour de 89%, pour un rapport de vraisemblance positif jugé seulement modéré. Concrètement, ça veut dire à peu près l'inverse de ce qu'on pouvait intuitivement penser. Avec la présence de ce signal, ça augmente réellement mais modérément la probabilité qu'on soit face à un disque douloureux. Par contre, son absence ne permet quasiment rien d'exclure, parce qu'environ la moitié des disques confirmés douloureux par discographie ne présentent pas ce signal à l'IRM. Donc la fissure existe, elle se voit, elle a une réalité mécanique. Mais elle n'est pas à elle seule une signature fiable de la douleur. Maintenant, pour la chimie, un disque qui se dégrade libère toute une série de médiateurs inflammatoires. Les deux les plus étudiés, c'est l'interleukine 1 bêta et le TNF-alpha. Et puis aussi ce fameux NGF dont on vient de parler, qui revient décidément partout dans cette histoire. Une revue de synthèse très complète, publiée en octobre 2025 dans la revue Bone Research, détaille précisément ces voies. Elle montre que ces médiateurs sont présents à bas niveau dans un disque sain, où ils participent normalement à la réparation tissulaire. Mais dans un disque dégénéré, leur expression grimpe nettement. Elle grimpe d'autant plus que le disque est âgé et dégradé. Ces médiateurs, ils ont un effet direct sur les nocicepteurs locaux, ceux qui ont justement poussé dans le disque comme on vient de le voir. Ils les sensibilisent, ils abaissent leur seuil d'activation, ce qui veut dire concrètement qu'un stimulus mécanique qui ne ferait rien sur un nocicepteur normal peut devenir douloureux sur un nocicepteur sensibilisé chimiquement. Et ce nocicepteur,
Il est justement à l'intérieur du disque à cause de la néo-innervation, pas seulement sur le tiers externe. Ça explique pourquoi un disque est sensibilisé. Et c'est là qu'il faut être honnête sur une limite de taille. La plupart de ces données viennent de tissus prélevés en laboratoire ou de modèles animaux. On sait très bien ce qui se passe dans une éprouvette ou chez un rat, mais on sait beaucoup moins précisément ce qui se passe en temps réel chez un patient éveillé qui ressent sa douleur au quotidien. C'est une limite qu'on retrouve dans presque toute la littérature sur la douleur discogénique et qu'il faut garder en tête à chaque fois qu'on présente ces mécanismes à un patient. On décrit un processus biologiquement plausible et bien documenté au niveau tissulaire, pas une mesure parfaite, même si on aimerait bien. Donc à ce stade de l'épisode, on tient deux voies de sensibilisation qui se combinent probablement plus qu'elles ne s'opposent. Une fissure structurelle qui laisse passer les nerfs et une chimie inflammatoire qui les rend hypersensibles une fois qu'ils sont là. Il reste deux pièces au puzzle, et l'une d'entre elles est particulièrement mouvante en ce moment. On va commencer par le plateau vertébral, l'interface entre le disque et l'os. Quand il est endommagé, on peut voir apparaître à l'IRM ce qu'on appelle des changements modiques, en particulier le type 1 qui traduit un œdème de la moelle osseuse adjacente. Ces changements, ils sont souvent associés à la lombalgie chronique dans la littérature. Associés, pas corrélés. Et c'est pas tout le temps le cas. La vraie question, débattue depuis une quinzaine d'années, c'est de savoir pourquoi. L'une des hypothèses les plus discutées, c'est celle d'une infection à bas bruit par une bactérie commensale de la peau. Elle pourrait coloniser le disque après une fissure et entretenir une inflammation locale au niveau du plateau. Cette piste, elle reste activement débattue. Une équipe suisse a démontré en 2024 que tous les patients avec un modique de type 1 ne se ressemblent pas biologiquement. Certains présentent des signatures compatibles avec une origine bactérienne et d'autres non. Ce qui suggère peut-être qu'un sous-groupe est concerné, pas que c'est une explication générale. Dernier morceau du puzzle, plus simple en apparence, la charge mécanique en elle-même. Un disque soumis à une compression, un cisaillement ou une torsion peut activer directement les mécanorécepteurs et les nocicepteurs qui ont poussé dans le tissu dégénéré, indépendamment de toute chimie. Cette voie mécanique et la voie chimique qu'on vient de voir ne sont sans doute pas deux phénomènes séparés. Sur un tissu déjà sensibilisé, une charge inhabituelle ou répétée sans adaptation peut entretenir l'inflammation locale qui abaisse à son tour le seuil des récepteurs. Et ça crée une boucle d'auto-entretien. Je le précise tout de suite parce que c'est important pour vous, ça veut absolument pas dire que la charge abîme le disque ni qu'il faudrait l'éviter. C'est même l'inverse et on en a parlé tout à l'heure. Un disque a besoin de charge pour rester nourri parce que sa nutrition, elle dépend largement du mouvement. Et une remise en charge progressive, bien dosée, ça reste un des leviers les plus solides pour désensibiliser justement ce système. Ce qu'on décrit ici, c'est un mécanisme de vulnérabilité sur un tissu déjà fragilisé ou déjà sensibilisé. Ou alors on parle aussi d'une charge mécanique anarchique et mal dosée. On a maintenant plusieurs mécanismes plausibles. Une innervation qui pousse là où elle devrait pas, une fissure qui lui ouvre le passage, une chimie qui la sensibilise, un plateau vertébral parfois impliqué, et une charge qui active tout ça sur un tissu déjà fragilisé ou sensibilisé. La question qui reste, et c'est la plus importante pour la pratique, comment on objective tout ça chez un patient précis en face de nous? Et là, il faut être direct, on ne peut pas aujourd'hui avec certitude, et pas avec l'image seule en tout cas. Pour l'imagerie, une revue systématique qui est désormais classique, publiée en 2015, a montré que les anomalies structurelles du disque sont extrêmement fréquentes chez des personnes totalement asymptomatiques. On estime la dégénérescence discale à 37% chez des personnes de 20 ans, qui n'ont jamais eu mal au dos, et à 96% chez des personnes de 80 ans, toujours sans aucune douleur. Et ce chiffre à lui seul, il devrait suffire à tempérer toute lecture d'IRM qui serait trop affirmative. Alors on va mettre l'IRM de côté pendant un instant, et on va se demander, peut-on reconnaître cliniquement un disque douloureux? Le patient décrit une douleur médiane ou paramédiane. La position assise est difficile, certaines contraintes du dos provoquent les symptômes. Est-ce que c'est suffisant? Ces éléments, ils peuvent être utiles. Mais utiles pour quoi? C'est toute la question. Ils peuvent montrer de l'irritabilité, repérer une préférence directionnelle, choisir une position de soulagement, doser un mouvement, construire une progression, et ils sont beaucoup moins solides pour identifier un tissu précis. Il y a deux erreurs qui sont possibles. La première, c'est balayer ces phénomènes d'un revers de main, sous prétexte qu'ils ne prouvent rien à eux seuls. La seconde, plus fréquente dans certaines écoles, leur faire dire beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent vraiment dire. On va parler maintenant de deux concepts. La centralisation, ça correspond à un déplacement des symptômes de la périphérie vers la région centrale, en réponse à certains mouvements répétés ou à certaines positions maintenues. Et elle est en général de bon pronostic. En clair, suite à des mouvements répétés de la région lombaire dans une direction donnée, la douleur dans la jambe diminue, qu'elle laisse ou non une douleur résiduelle dans le dos derrière elle. Son inverse, la périphérisation, désigne la migration et l'amplification de la douleur vers le membre, et elle est en général de moins bon pronostic. Une revue systématique de 2004, signée Aina, May et Clark, actualisée en 2012 sur 62 études, retrouve la centralisation chez environ 40 à 44% des patients lombalgiques,
avec une prévalence nettement plus élevée en phase aiguë, autour de 74%, qu'en phase chronique, autour de 42%. En général, la présentation classique trouve une centralisation en extension et une périphérisation en flexion. Mais c'est pas du tout systématique, ça peut être l'inverse. Et ça peut aussi nécessiter d'autres mouvements tels que les inclinaisons. Ce phénomène, il a une valeur pronostique reconnue. Il a été associé à des résultats de discographie. Mais associé ne veut pas dire suffisant. Une étude de la SLET, qui a comparé la centralisation à la discographie provocatrice comme référence, apporte une nuance précieuse. Chez les patients avec peu d'incapacité et peu de détresse psychologique, la centralisation se montre très spécifique d'un résultat positif à la discographie, autour de 100% dans ce sous-groupe précis. Mais sa sensibilité reste faible, autour de 35 à 37%. Par contre, la spécificité, elle s'effondre dès que le handicap fonctionnel ou la détresse psychologique augmente, jusqu'à 80% chez les patients les plus atteints. Donc en gros, quand la centralisation apparaît chez un patient par ailleurs peu affecté sur le plan fonctionnel et émotionnel, elle a de bonnes chances d'accompagner une contribution discale. Mais son absence ne permet pas d'exclure le disque. Et sa présence chez un patient plus complexe, plus en détresse, perd une grande partie de sa valeur. Le contexte du patient change la valeur du signe. Et c'est pas un détail. Il faut distinguer deux usages très différents de ces phénomènes. Les utiliser pour orienter un traitement et les utiliser pour identifier un tissu. Sur le premier usage, les preuves sont beaucoup plus solides qu'on ne le pense parfois. Un essai randomisé de Long, Donelson et Fung, publié en 2004, a réparti des patients présentant une préférence directionnelle en 3 groupes. Exercices correspondant à leur préférence directionnelle, exercices dans la direction opposée et exercices non directionnels. Les patients recevant l'exercice qui correspondait à leur préférence directionnelle ont montré une amélioration nettement supérieure et plus rapide sur tous les critères, avec une baisse marquée de la consommation médicamenteuse. Ce résultat, il a depuis été reproduit. Donc voici ce qu'on peut affirmer avec un minimum de solidité. La préférence directionnelle est un phénomène intéressant pour choisir un exercice. Et c'est pas rien. Mais c'est toujours pas une biopsie. La douleur en position assise pose le même problème que la centralisation, compatible avec une hypothèse discale, mais aussi dépendante de la durée, de l'activité musculaire, du contexte, de la fatigue, des attentes et bien d'autres variables. Même la reproduction précise de la douleur par un mouvement, c'est pas une biopsie. Et la discographie provocatrice, souvent présentée comme une référence, ça résout pas complètement le problème. Elle consiste à injecter un produit dans un disque pour observer sa morphologie et tenter de reproduire une douleur concordante. Mais un véritable gold standard devrait identifier la source sans modifier lui-même le système qui mesure. Ici, on pressurise un tissu potentiellement sensible et on demande si ça fait mal. Les critères de positivité, ils restent variables entre les études. Les faux positifs sont une préoccupation réelle, la procédure est invasive, et les recommandations professionnelles ne lui accordent qu'un niveau de preuve faible, jamais comme outil isolé de décision. Elle peut avoir une place dans certaines décisions spécialisées très sélectionnées, mais elle ne fournit pas une vérité simple autour de laquelle organiser toute la clinique. Il reste une étape qu'on saute trop souvent avant de conclure à une contribution discale, éliminer ce qui n'est pas le disque, parce que ça augmente nettement la valeur des tests positifs, même s'il faut avoir à l'esprit qu'il peut y avoir des douleurs mixtes. L'articulation sacro-iliaque, c'est l'exemple le plus documenté. Aucun test isolé ne permet d'identifier une atteinte de la sacro-iliaque. Aucun test isolé ne permet d'identifier une atteinte avec confiance. Mais l'ASLET a montré, en combinant plusieurs tests de provocation, distraction, compression, taille thrust, sacral thrust, qu'une sensibilité autour de 90% et une spécificité autour de 78% pouvaient être atteintes lorsque 3 tests ou plus se révélaient positifs. Une revue systématique de Hancock et ses collègues, publiée en 2007 et actualisée en 2023 sur un nombre plus large d'études, confirme cette conclusion. Aucun test unique n'est fiable, mais une combinaison de tests de provocation reste, à ce jour, l'outil le plus informatif pour cette articulation. La hanche mérite la même vigilance, surtout quand la douleur déborde vers l'aine ou la fesse profonde. Le test de flexion, adduction et rotation interne, le FADIR, est peu spécifique mais très sensible. Concrètement, un FADIR négatif rend une origine intra-articulaire de hanche assez improbable, alors qu'un FADIR positif ne prouve rien à lui seul. C'est un test qui sert surtout à exclure, pas à confirmer. Ce que ces deux exemples montrent, c'est que la reconnaissance clinique ne fonctionne jamais comme une preuve positive isolée. Elle fonctionne comme une accumulation d'éléments convergents et divergents. Ce qui ressemble à une contribution discale, ce qui s'éloigne d'une origine sacro-iliaque ou coxofémorale, ce qui écarte les drapeaux rouges et le tableau radiculaire. Ce raisonnement global, par exclusion progressive et par catégorie plutôt que par identification tissulaire, est probablement le seul qui tienne la route avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Et voici notre troisième point de bascule. On peut reconnaître un comportement mécanique utile au traitement, sans prétendre avoir reconnu avec certitude le tissu qui produit la douleur. Si la flexion répétée augmente fortement l'irritabilité, on peut la moduler temporairement. Si une direction réduit les symptômes,
on peut l'utiliser. Les données le confirment. Et si une activité provoque une réaction importante le lendemain, on peut ajuster la dose. Alors, que faire face à une présentation compatible avec une contribution discale, une fois les diagnostics différentiels, raisonnement écarté, sans atteinte de racines nerveuses? La première étape, c'est de ne pas transformer une hypothèse clinique en identité pathologique, parce que dire votre douleur présente un comportement sensible à certaines charges n'a pas du tout le même effet que dire votre disque est abîmé et il faut éviter la flexion. La deuxième étape, c'est d'évaluer l'irritabilité, la facilité avec laquelle les symptômes sont déclenchés, leur intensité et le temps nécessaire pour les calmer, donc l'ampleur de la réaction après l'exposition. Deux patients avec la même étiquette ne reçoivent pas nécessairement la même dose. L'un tolère 10 flexions mais réagit après 50, l'autre réagit après 2 et reste douloureux plusieurs heures. Un troisième peut ressentir une douleur pendant le mouvement, mais revient rapidement à son niveau habituel et progresse semaine après semaine. La douleur pendant une tâche, c'est qu'une information parmi d'autres. La trajectoire compte davantage. La troisième étape, c'est moduler sans sanctuariser l'évitement. Dans une phase très irritable, réduire temporairement certaines amplitudes, changer plus souvent de position, fractionner les tâches, modifier un levier, ça peut être raisonnable. Ce n'est pas reconnaître que le mouvement est dangereux, c'est créer une dose plus tolérable pour éviter de faire flamber le patient. Puis vient ensuite la réintroduction, progressivement. Les amplitudes, la vitesse, la durée, les répétitions et les charges qu'on va augmenter en fonction de la réponse. La quatrième étape, ça concerne l'explication. Une bonne explication, ça nie ni l'image ni la douleur. Ça peut ressembler à ça. Votre IRM montre des modifications du disque qui sont fréquentes avec l'âge. Elles peuvent participer au contexte, mais ce que votre examen montre surtout aujourd'hui, c'est une sensibilité à certaines doses de mouvement et de charge. On va commencer à un niveau tolérable, soulager la douleur, observer la récupération, puis reconstruire progressivement votre capacité. Enfin, il faut accepter une part d'incertitude. L'incertitude, ça n'empêche pas de traiter. Ça empêche simplement de raconter une précision qu'on ne possède pas. On n'a pas besoin de connaître le nocicepteur exact pour aider une personne à reprendre une activité. On a besoin d'exclure ce qui doit l'être, de comprendre le comportement des symptômes, d'identifier les obstacles pertinents et de tester progressivement des stratégies adaptées et révisables. Et tout ce qu'on a déroulé, la mécanique, l'innervation, la chimie, le plateau vertébral, c'est des mécanismes de nociception, des signaux qui partent du disque. Mais la douleur que ressent le patient ne se réduit jamais à ce seul signal. Elle se construit aussi dans son contexte, avec ses facteurs cognitifs et comportementaux, ce qu'il a vécu avant, ce qu'il attend de sa consultation et de son corps, son contexte interne, et sûrement plein d'autres choses. Ce qui veut dire qu'on a une action sur cette douleur bien au-delà du disque en lui-même, par notre écoute, par les mots qu'on va choisir pour expliquer ce qui se passe, par les conseils sur la charge et sur le mouvement, et peut-être par la thérapie manuelle aussi, qui agit rarement en corrigeant une structure, mais souvent en modifiant ce que le système nerveux et le patient lui-même perçoivent comme menaçant. La nociception qu'on essaye de mettre en évidence, ça va aussi guider notre stratégie. Si tu veux repenser ta façon de pratiquer et de raisonner en thérapie manuelle, va voir le lien dans la description de l'épisode ou sur nos réseaux sociaux. On a créé une formation en ligne pour mettre à jour et optimiser la prise en charge de la douleur en étant centré sur le patient et en utilisant les neurosciences. Si tu veux en savoir plus, avoir un aperçu du contenu, du sommaire, etc., eh ben va jeter un coup d'œil.